Au XIXe siècle, une Chine décadente subissait des décennies d'humiliations infligées par des puissances étrangères. Sous la pression des canons, ces pays lui ont arraché des pans de territoire. Cette histoire, les Chinois ne l'ont jamais oubliée. Si les Occidentaux viennent vous envahir et que vous n'êtes pas assez fort pour vous défendre, c'est une humiliation. Si vous oubliez les crimes commis par ces Occidentaux, c'est une humiliation plus grande encore. L'histoire d'autres pays nous a appris que cette notion de victimisation est quelque chose d'exceptionnellement dangereux. Au nom d'une certaine vision du passé, la Chine a lancé une offensive tous azimuts pour étendre sa puissance sur les mers, notamment autour de Taïwan et en mer de Chine du Sud. On ne peut pas dire que la Chine accorde de l'attention à ses frontières seulement maintenant. C'est juste qu'on est arrivé à un moment où on doit régler les problèmes. Ils pensent que la mer de Chine du Sud est à eux. Nous savons définitivement qu'ils pensent que Taïwan fait partie de leur territoire. Il y a aussi des disputes avec l'Inde et d'autres endroits encore. Et la Mongolie alors? Ces enjeux de territoires et de puissance placent la Chine de Xi Jinping sur une trajectoire de collision avec les États-Unis. Le Pacifique est un lac intérieur des Américains. C'est devenu leur piscine. Un jour, il faudra que les États-Unis mettent fin à leur hégémonie mondiale, en particulier sur les mers. En voulant imposer sa renaissance au détriment de ses voisins, la Chine a enclenché une spirale d'incompréhension, de méfiance et de haine. Cette escalade ouvre une ère d'incertitude et d'instabilité pour le monde entier et menace aujourd'hui de transformer le Pacifique en poudrière. Le chef d'orchestre de cette quête de puissance est un homme qui veut restaurer la Chine dans sa grandeur impériale. Dès son arrivée au pouvoir en 2012, Xi Jinping assume cette ambition haut et fort. La puissance globale de la Chine est un moteur primordial, non seulement pour l'État chinois, mais aussi pour la population. C'est un rêve nationaliste. Et la capacité du parti à réaliser ce rêve est très importante pour la légitimité et la pérennité du pouvoir. Les dirigeants du Parti communiste chinois et Xi Jinping lui-même pensent que le monde occidental est au stade terminal de son déclin. Pour eux, cela constitue une opportunité historique pour l'émergence de la Chine en tant que nation, mais aussi en tant que puissance dominante. L'idée de grande renaissance chinoise va devenir la boussole du pouvoir et de tout un pays. Pour le nouveau secrétaire général du parti, c'est en se tournant vers les mers que la Chine doit devenir la première puissance mondiale du XXIe siècle. En 2012, dès son arrivée au pouvoir, Xi Jinping réunit très vite toutes les agences chinoises en charge des mers, surnommées les Dragons des mers, pour former une véritable force stratégique maritime. Vous ne pouvez pas être une grande puissance du XXIe siècle sans devenir une puissance continentale et maritime à la fois. Mais pour devenir une puissance maritime, la Chine part avec un handicap géographique. Toute la côte chinoise est bordée par des mers peu profondes.
L'accès au Pacifique est sous le contrôle d'une chaîne d'îles qui part du Japon au nord, passe par son île d'Okinawa, puis Taïwan et les Philippines au sud. Ces îles sont toutes alliées des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Un enfermement que Pékin n'accepte plus. Pour le Parti communiste chinois, la première chaîne d'îles est comme une menotte. Et comme il s'agit de leur porte d'entrée, ils ont besoin de la contrôler et d'en avoir la clé. Pour casser cet enfermement, Pékin a mis en place une stratégie d'annexion territoriale qui ne dit pas son nom, au mépris du droit international et de ses voisins. La mer de Chine du Sud est au cœur de cette stratégie. Cet espace maritime semi-fermé est partagé avec 6 riverains, qui se disputent principalement 2 groupes d'îlots. Les Paracels au nord, occupés par les Chinois depuis 1974, et les Spratley au sud. Contrôler ces îlots permet de surveiller les principales routes commerciales mondiales et, en cas de conflit, d'empêcher le blocage des rares détroits qui permettent le passage vers l'océan Indien. Une question essentielle pour le Parti communiste. Sans développement économique, le Parti communiste ne peut pas se maintenir au pouvoir. Or, dans l'avenir, la Chine va terriblement manquer de ressources pour sa croissance. Elle n'a pas assez de réserves de pétrole, elle a détruit presque toutes ses forêts, et la ressource en eau se fait rare aussi. Xi Jinping hérite d'un projet lancé par ses prédécesseurs. En 2009, dans une carte adressée à l'ONU, la Chine a annoncé au monde entier qu'elle détenait 80% de la mer de Chine du Sud, au nom d'une prétendue antériorité de sa présence. Par une ligne en 9 traits, elle s'approprie les zones économiques exclusives, ou ZEE, des pays riverains définis par l'ONU. Le tracé englobe aussi les eaux internationales situées en son cœur. Pourtant signataire de la Convention onusienne sur les mers, la Chine a choisi de n'y voir aucune contradiction. On ne peut pas dire que c'est légal ou illégal. Ces îles appartiennent à la Chine, un point c'est tout. Quand nous les avons reprises après la Seconde Guerre mondiale, nous y avons juste organisé des levées de drapeaux sans installer de garnison. À l'époque, nous n'avions pas la capacité de maintenir une présence militaire. Pour les pays riverains, ce tracé en 9 traits est une hérésie. Ils seraient spoliés de la quasi-totalité de zones maritimes qu'ils sont seuls à pouvoir exploiter selon le droit international. La Chine revendique pratiquement tout ce qui est compris dans notre zone économique exclusive. Nous perdons beaucoup. Reste encore à concrétiser le tracé dans les mers. C'est ce que la Chine va faire dans les années qui suivent, en progressant par étapes calibrées pour ne pas déclencher de guerre. En 2012, quelques mois avant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, cela commence par l'atoll des Scarborough, situé dans la zone économique exclusive des Philippines. L'incident débute le jour où l'armée philippine tente d'arrêter des braconniers chinois dans cet atoll protégé. Bloqués par plusieurs bateaux de garde-côte chinois qui viennent empêcher les arrestations, les Philippins décident de se retirer au bout d'1 mois. Les Chinois, quant à eux, ne quitteront plus jamais l'atoll, les journalistes s'empressant d'y marquer la souveraineté de Pékin. Une conquête par l'intimidation et sans violence. Le succès de la Chine a été en partie basé sur la propension des autres pays à céder, soit parce que la Chine déployait une force supérieure, soit qu'elle signalait sa volonté de prendre de grands risques. Ce fut le premier exemple majeur de ce qu'on appelle la stratégie chinoise de zone grise, c'est-à-dire sa capacité à utiliser la force en deçà d'un niveau qui provoquerait une réponse militaire. Si vous ne pouvez pas envoyer la 7e flotte, qu'est-ce que vous faites? La réponse est « on ne savait pas ». Avec les Scarborough, la Chine comprend qu'elle peut neutraliser un adversaire plus fort.
Washington n'a pas bougé pour son allié. Engager la 7e flotte pour défendre un rocher paraissait disproportionné. Face au fait accompli, aucune protestation officielle n'a même été émise. Ils n'ont pas eu besoin de tirer des balles ou des missiles. La Chine a pu mettre la main sur les Scarborough à cause de la négligence et de l'inattention des Américains, qui n'ont pas défendu les Philippines. Cela a constitué un point de bascule et a envoyé le signal à toute l'Asie que la parole américaine n'était pas fiable. La Chine crée l'asymétrie des enjeux. Est-ce qu'on a vraiment envie de déclencher une guerre avec la Chine pour un îlot des Spratleys? Objectivement, non. La botte secrète de cette stratégie des zones grises, ce n'est pas l'armée chinoise, mais des civils, de simples pêcheurs de l'île de Hainan ou des gardes-côtes. Personne ne peut les stopper, car les Chinois comptent sur le respect du droit international par les autres pays. Les règles de l'engagement militaire empêchant les navires de guerre d'ouvrir le feu sur des embarcations civiles. Si les États-Unis décidaient d'ouvrir le feu et de tuer ces équipages civils, les Américains seraient considérés comme responsables de l'escalade de la situation. Donc le risque d'escalade est moins élevé que si ces bateaux et ces équipages étaient des militaires. Cela donne aux Chinois plus de flexibilité dans l'usage de la force pour contraindre ses voisins. L'île de Hainan est la base arrière de ces pêcheurs, qui descendent dans les zones contestées. Ici, le patriotisme est une seconde peau. Tous les habitants sont persuadés qu'ils défendent ce qu'ils appellent les territoires bleus du pays. C'est le pays qui nous envoie là-bas. Toute cette mer a toujours été à la Chine, y compris les Spratleys. À l'avenir, nous allons repousser tous les autres chez eux pour récupérer plus d'îlots. Ils n'osent plus nous arrêter car notre pays est devenu puissant. Pendant longtemps, personne dans la région n'a su que parmi ces pêcheurs étaient en fait dissimulés des miliciens. Dans les vidéos promotionnelles, la mission de cette force paramilitaire aux ordres du parti est révélée sans ambiguïté. Ces miliciens sont le fer de lance d'une véritable guerre du peuple cachée, à laquelle Xi Jinping donne une nouvelle dimension dès son arrivée au pouvoir. En avril 2013, le secrétaire du parti se déplace en personne à Hainan pour féliciter les pêcheurs impliqués dans l'incident des Scarborough, mais aussi les miliciens, devenus des héros dans tout le pays. 习近平亲切看望了由谭门渔民组成的海上民兵连，看联史展览，听事迹介绍，勉励他们努力学习现代装备知识，提高作业能力。这一次平安归来啊，向你们表示祝贺。是这主席的关心啊，大家回来以后好好休息，祝你们以后的话。La République populaire entretient une milice de pêcheurs depuis qu'elle existe. C'était simplement la milice classique dans les villages de pêche. Ce qui a beaucoup changé depuis 10 ans, et ça nous le savons maintenant, c'est qu'une partie de cette vieille milice a été professionnalisée. Pékin s'est mis à la financer pour acheter des bateaux plus grands avec des coques en fer. Les milices ont aussi commencé à recevoir des uniformes et un entraînement aux armes. Ces milices professionnalisées ont ensuite peaufiné un art de l'intimidation, soigneusement chorégraphié pour ne pas faire parler les armes. Sur les mers, leur intervention est coordonnée en plusieurs couches. Une escadrille de pêcheurs miliciens est envoyée en première ligne pour bloquer un bateau étranger qui ne peut se défendre seul. En cas de complication, les gardes-côtes chinois sont prêts à intervenir et à faire appel à la marine chinoise qui reste en alerte dans la zone.
Cette répartition des tâches est utilisée en 2014 pour protéger une plateforme pétrolière chinoise, forant de force dans des eaux contestées proches du Vietnam. 300 collisions volontaires auraient alors eu lieu en 2 mois et un navire vietnamien coulé. Pékin tenait les navires militaires un peu en retrait, c'était une menace implicite. On l'a appelée stratégie du chou quelques années plus tard, quand ils l'ont utilisée contre les Vietnamiens autour d'une plateforme pétrolière. Mais aujourd'hui, le secret des milices est éventé. En 2021, quand 200 chalutiers chinois sont surpris, amarrés les uns aux autres autour d'un îlot de la ZEE Philippines, ils déclenchent la colère de Manille. Et les démentis de Pékin ne calment pas son voisin. La communauté internationale s'inquiète d'être menacée par ces équipages. Ce problème n'existe pas. Il a été créé par les médias qui ont parlé de soi-disant 200 bateaux de pêcheurs qui appartiendraient majoritairement à la milice. Mais ce n'est pas vrai. Si la Chine doit compter sur les milices maritimes pour défendre ses récifs, à mon avis, elle les perdrait en quelques jours. Désormais, les forces maritimes chinoises imposent la loi de Pékin dans la mer de Chine méridionale. Les navires des pays riverains ne peuvent plus circuler librement dans leur propre zone économique exclusive. Au fil des années, une véritable frontière invisible est sortie des flots. 7 îlots ont été agrandis artificiellement et se sont couverts de pistes d'atterrissage et de radars militaires. Autant d'installations qui étendent désormais le rayon d'action des chasseurs et des bateaux chinois à tout le sud de la mer de Chine méridionale. Ces îles permettent à la Chine de dominer l'espace. Il y a des douzaines de bateaux de garde-côte et de la marine, ainsi que des centaines de bateaux de la milice maritime dans les Spratlys tous les jours, 7 jours sur 7. Cette omniprésence accroît les risques d'erreurs stratégiques, pouvant dégénérer de manière incontrôlable. Le gouvernement américain a annoncé il y a quelques années que sa marine allait considérer les gardes-côtes et les milices chinoises comme des éléments militaires. S'ils utilisent des moyens létaux, alors les Américains répliqueront avec la force adéquate. Il y a définitivement un risque d'escalade. Face à cette stratégie, l'association des 10 pays d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, est aussi paralysée, la Chine attisant leur désunion. L'ASEAN est compromise en tant que collectif car la Chine patronne certaines nations membres. C'est pourquoi nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord sur un communiqué commun qui irait contre les intérêts de la Chine. La Chine et ses riverains doivent comprendre que nous sommes voisins pour toujours. Pourtant, ils ont toujours besoin des Américains, alors qu'on voit bien comment ces derniers se comportent partout ailleurs. Sur les côtes baignées par la mer de Chine méridionale, les pêcheurs sont les premières victimes. Aux Philippines, sur l'île de Mindoro, ils s'inquiètent de croiser de plus en plus de bateaux chinois, même dans les zones non disputées. Les chalutiers chinois sont de plus en plus nombreux. J'ai le sentiment qu'ils revendiquent notre zone de pêche car ils sont devenus majoritaires, alors que les Philippins sont de moins en moins nombreux. Avant qu'ils soient là,
Nous avions de bonnes prises de poissons. Mais maintenant, ça diminue. Avec ces pêcheurs chinois devenus omniprésents, les prises de poissons se sont effondrées. Cela va mettre au chômage des dizaines de milliers de pêcheurs et de travailleurs de l'industrie de la pêche dans les villages le long des côtes philippines et vietnamiennes. Et cela mettra en péril la sécurité alimentaire de millions de personnes. Aux Philippines, beaucoup de pêcheurs ont désormais peur des milices chinoises. Leurs fragiles bateaux ne font pas le poids face aux gros chalutiers en fer de la Chine. Junel a été coulé par l'un d'entre eux. Il était aux environs de minuit quand un bateau est entré en collision avec nous. C'était un chalutier chinois. Je ne sais pas si c'était un accident ou intentionnel, car ils auraient dû venir à notre secours quand on coulait. Mais ils se sont enfuis. Et quand on a essayé de ramer pour vérifier le nom et l'immatriculation du navire, ils ont éteint leur lumière. Depuis, j'ai peur de retourner à la mer. En 2016, le tribunal arbitral de La Haye rejette la légitimité des droits historiques de Pékin face aux Philippines. La décision est contestée par la Chine. Pour tenter de désamorcer la situation, Pékin se lance alors dans une guerre juridique. Madame Zhang fait partie d'un groupe d'experts chargés de la riposte. C'est une question de territoire. Elle n'est donc pas du ressort du tribunal d'arbitrage, puisqu'elle dépasse ses compétences. Mais le tribunal a tout de même instruit le dossier. La Chine s'y oppose fermement. Pour nous, il n'a pas ce droit. Le but de la Chine est d'engager une soi-disant guerre juridique pour défendre une vision en sa faveur sur le plan légal. Son objectif est de changer lentement l'ordre international. Pour contester cette appropriation de la mer par Pékin, les marines occidentales multiplient les passages de leur flotte. Juridiquement, il s'agit d'exercer le droit maritime que Pékin cherche à remettre en cause. Cela peut consister à passer dans une zone disputée en naviguant en cercle ou en zigzag. L'idée est de montrer que vous êtes là et que vous ne respectez pas la revendication. Si vous n'exercez pas votre droit et ne contestez pas les revendications maritimes d'un pays, au fil du temps, elles deviennent un fait juridique. Les Chinois sont très bons dans cette stratégie du seuil, dans la stratégie de l'ambiguïté, quelque part. Nous, notre volonté, c'est de les faire sortir de l'ambiguïté pour qu'ils assument cette part de conquête de souveraineté qu'ils ne veulent pas assumer en public aujourd'hui. L'obstination chinoise renvoie la communauté internationale à son impuissance. Sur ces îles interdites aux étrangers, le tourisme patriotique prospère. En accélérant le développement des infrastructures, Pékin veut rendre les choses irréversibles. Les États-Unis et le Japon demandent l'exécution de la décision. Comment faire? Cela voudrait dire que la Chine abandonne sa ligne en 9 traits? Que les pêcheurs chinois arrêtent de pêcher en mer du Sud? Est-ce que c'est réalisable? Ces pays sont trop naïfs en exigeant cela. Pour la communauté internationale, cette politique du fait accompli est perçue comme un signal d'alarme. Sommes-nous en train de créer des précédents concernant l'attitude de la Chine dans le monde? Cela pose question sur l'avenir de l'océan Indien, du Pacifique et même de l'Antarctique. Si tous les pays commencent à violer les lois et les traités internationaux, le monde va devenir un chaos. Nous avons besoin d'ordre, de stabilité
et de prévisibilité. Le monde ne peut pas fonctionner sur la loi du plus fort. Cette Chine, arc-boutée sur une certaine vision de son territoire, entraîne aujourd'hui la communauté internationale dans une spirale. Et c'est à Taïwan que cette spirale menace de devenir incontrôlable. Pour Xi Jinping, Taïwan est la pièce maîtresse de la renaissance nationale chinoise. Cette fois, il ne s'agit plus d'occuper un îlot désertique. Taïwan abrite 23 millions d'habitants sinophones, héritiers d'une histoire léguée par la guerre froide. C'est sur cette île qu'avaient fui les troupes nationalistes mises en déroute par Mao en 1949. Faute de moyens militaires, Pékin avait dû renoncer à l'envahir, dissuadé par le déploiement massif de la 7e flotte américaine. Ce sont les Américains qui ont saboté notre plan avec leur flotte qu'ils ont massée dans le détroit. Sans eux, nous aurions déjà libéré Taïwan en 1950. Washington reconnaît finalement la République populaire en 1979. Mais depuis, les Américains ont continué à protéger Taïwan, en laissant planer la menace d'une possible intervention de leur armée en cas d'opération militaire de Pékin. Pour Xi Jinping, ce parapluie américain est devenu le symbole d'une humiliation à effacer. Une promesse qui laisse peu de place au compromis. Les Américains utilisent Taïwan comme un pion pour opprimer la Chine et empêcher sa grande renaissance. L'ère de Xi Jinping doit marquer le dépassement des États-Unis, la résolution du problème de Taïwan et l'unification totale de la Chine. Il espère dépasser les exploits de tous les leaders de l'histoire chinoise. S'il manque cette pièce du puzzle qu'est l'unification de Taïwan, comment pourrait-il atteindre son objectif de renouveau national ? Plus il considère la question de Taïwan ou des questions comme Hong Kong ou le Xinjiang comme une source de légitimité pour gouverner, moins ils peuvent faire marche arrière. Aujourd'hui, la perspective d'une solution politique entre Taipei et Pékin s'éloigne irrémédiablement. L'île est devenue une démocratie exemplaire et ses habitants ont compris qu'une réunification leur coûterait leur liberté. En janvier 2020, les électeurs choisissent pour un second mandat une présidente farouchement opposée à toute concession. Mais Pékin fait la sourde oreille et refuse le choix des Taïwanais. Pour le Parti communiste, ne reste plus que l'intimidation. 昨天发生大陆呢有20架次的军机扰台之后，解放军在今天一大早又2度的侵扰我防空的识别区。 En pleine pandémie, le parti profite du chaos mondial pour intensifier les incursions aériennes autour de Taïwan. En 20 ans, la situation actuelle est probablement la pire entre les deux rives du détroit de Taïwan. Il n'y a aucune interaction officielle et l'atmosphère de haine mutuelle entre les peuples est au point culminant. Les avions et les navires de l'armée chinoise entrent chaque jour dans notre espace aérien pour nous opprimer. Ces signes sont très mauvais. Je pense qu'ils veulent tout faire pour éviter le recours à la force. Mais quand on observe les actions de Pékin ces 2 dernières années, on voit que le nœud se resserre autour du cou de Taïwan. « 70 ans après l'échec de Mao, le rapport de force a radicalement changé entre Pékin et Taipei. Xi Jinping a modernisé de façon spectaculaire la marine chinoise. En avril 2021, il inaugure 3 navires de guerre le même jour, dont un sous-marin lanceur de missiles chargé de la riposte nucléaire.
En France, quand on arme un bateau, on est très content de dire voilà, mais là, 3 bateaux en même temps. Donc oui, c'est une progression extrêmement impressionnante. Au départ, c'était des patrouilleurs, puis des corvettes, des frégates, maintenant des destroyers, des porte-avions. Les Chinois ont réalisé quelque chose d'extraordinaire en 20 ans. Ils ont réussi à transformer leur marine côtière en marine la plus importante au monde. Et elle continue à grandir. En gros, ils produisent 4 bateaux quand les États-Unis en fabriquent un seul. Si la Chine devient de plus en plus forte, jusqu'à la démesure, alors nous n'aurons plus le choix entre l'indépendance, la réunification ou le statu quo. Mais nous devrons choisir entre la réunification et la guerre. Cette puissance maritime, Pékin aime la mettre en scène dans des films promotionnels à la manière d'Hollywood. Avec 360 bateaux, la Chine compte désormais plus de navires de guerre que la marine américaine. Occupés depuis 30 ans à des guerres terrestres, les Américains eux-mêmes commencent à douter de leur pouvoir de dissuasion. Autour de Taïwan, les forces chinoises pourraient infliger des pertes énormes à l'armée américaine en cas de conflit. La contradiction croissante entre l'émergence militaire de la Chine et l'affaiblissement américain contribue à créer de l'anxiété au sein de l'état-major. La marine américaine n'a pas mené de combat naval depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons de grandes capacités de renseignement, de surveillance, de reconnaissance. Nous sommes forts en opérations conjointes. Mais si nous essayons de défendre cette petite île-nation, je ne suis pas sûr que nous ayons beaucoup plus d'expérience que les Chinois. Face à cette pression, Taïwan se barricade. Les forces armées taïwanaises, qui vivent avec la menace de guerre depuis 70 ans, ont transformé l'île en forteresse piégée. Chaque année, l'armée s'exerce à anticiper le pire scénario, celui d'un débarquement chinois sur leur île. Lorsque la Chine lancera une attaque contre Taïwan, la phase finale devra être un débarquement, car la destruction des installations importantes à Taïwan par des missiles ne sera pas suffisante pour être considérée comme une réussite militaire. Une victoire militaire sur Taïwan ou une action coercitive pour soumettre Taïwan par des moyens non militaires ne garantit pas l'intérêt et la sécurité chinoise sur le long terme. Imaginez l'état d'insurrection. Une force de sécurité chinoise tentant de soumettre une population défiante de 23 millions de personnes. À côté, la répression de Hong Kong ressemblerait à une promenade. Pour la présidente, ces exercices sont l'occasion de rappeler la détermination des Taïwanais à ne pas céder. Face à la menace grandissante, les autorités taïwanaises veulent désormais convaincre le reste du monde que le sort de l'île est un enjeu global. Si la Chine réussit à imposer son ordre autoritaire à Taïwan, de la même manière qu'elle l'a fait à Hong Kong, le monde démocratique tout entier subira une grande perte. Si la communauté internationale ne s'y oppose pas, la Chine pourrait répéter ce que l'Allemagne a fait durant la Seconde Guerre mondiale. S'ils conquièrent Taïwan, ils pourraient aussi conquérir d'autres parties de l'Asie, de l'Inde ou de la Russie. C'est une situation très grave. Le sentiment d'un compte à rebours funeste s'est installé dans la région et a aussi traversé le Pacifique.
Look back, China continues to taunt and test the new administration, and the world sending 15 fighter jets into... Pour les Américains, Taïwan est la mèche qui pourrait mettre le feu à la poudrière. Élu en novembre 2020, Joe Biden reprend la politique de confrontation de son prédécesseur face à la Chine. We are going to hold China accountable to follow the rules. To follow the rules, whether it relates to the South China Sea or the North China Sea or the agreement made on Taiwan or a whole range of other things. China has an overall goal, and I don't criticize them for the goal, but they have an overall goal to become the leading country in the world, the wealthiest country in the world, and the most powerful country in the world. That's not going to happen on my watch. J'avais supposé que Biden ne suivrait pas la stratégie de Trump dans le Pacifique. Non seulement Biden en a hérité, mais en plus il la développe. Il la déploie même plus rapidement. À Washington, le défi posé par le projet de renaissance de Xi Jinping est devenu existentiel. Pour les Américains, c'est leur puissance en Asie et dans le monde qui se joue à travers le sort de Taïwan. Taïwan est un verrou sur la première chaîne d'îles. C'est la clé du réseau d'alliances mis en place en Asie par les Américains après la Seconde Guerre mondiale. Si Pékin en prenait le contrôle, la Chine pourrait garder à distance les Américains de toute l'Asie, grâce à un barrage de missiles, d'avions et de sous-marins, qui deviendrait indétectable dans les profondeurs à l'est de l'île. Le symbole d'une nouvelle ère. Si Taïwan est conquise par la Chine, cela ouvre une grande brèche dans la première chaîne d'îles. Cela permettrait à l'armée populaire de libération de fortifier l'île de la même manière qu'ils l'ont fait en mer de Chine méridionale, mais sur une échelle bien plus importante. De là, ils opéreraient bien plus loin dans le Pacifique et aussi vers le Japon. Cela serait la fin de l'Amérique en Asie-Pacifique. Elle cesserait d'être un acteur important, car cela détruirait sa crédibilité. Et une fois que les États-Unis seraient poussés hors du Pacifique occidental, alors les Chinois seraient capables d'opérer sur la côte ouest des États-Unis à un moment ou à un autre. Le monde occidental peut-il se tenir en retrait et laisser faire? Je pense que les États-Unis ne laisseront probablement pas ce scénario se réaliser. Les Américains sont d'autant plus déterminés que républicains comme démocrates sont désormais d'accord sur un durcissement face à la Chine, même s'ils se laissent encore surprendre par le changement de ton de Pékin. En ce printemps 2021, c'est la première fois que le nouveau chef de la diplomatie américaine rencontre les émissaires de Xi Jinping. La mise au point vire à l'humiliation publique. We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States. Devant les caméras du monde entier, les deux envoyés du gouvernement chinois répliquent brutalement. Aujourd'hui, la Chine n'accepte plus les leçons. C'est elle qui les donne. 你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。20年前、30年前，你们就没有这个地位讲这个话，因为中国人是不吃这一套的。 Aujourd'hui, les diplomates ne font plus de diplomatie en réalité. Ils tiennent une posture de rivalité envers l'Occident qui ressemble plutôt à de l'aversion. L'agressivité des diplomates est en fait destinée au public chinois. Leur coup de sang fait un tabac auprès d'une population coupée du monde depuis la pandémie. Sur Internet, certains jeunes affichent aujourd'hui leur rejet des symboles occidentaux. Les Chinois ne comprennent pas pourquoi les Occidentaux critiquent leur pays qui a un succès énorme. Pourquoi la critiquez-vous autant et voulez-vous renverser son modèle? Pour eux, le modèle chinois est l'avenir.
Cette incompréhension se transforme en haine et en refus du dialogue. C'est arrivé au point où 1,4 milliard de personnes sont nourries de l'idée que le reste du monde est contre eux, les a occupés, maltraités et spoliés, notamment de leur territoire. Ce nationalisme, encouragé par le Parti communiste, est devenu un aiguillon. Il pousse le pouvoir dans une course en avant sur les questions de territoire. En juillet 2021, Xi Jinping lance une mise en garde martiale aux Occidentaux, sans nommer Taïwan. 中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。 Le premier secrétaire du parti veut dissuader le reste du monde de s'opposer à son dessein. Il veut donner l'impression qu'il est prêt à sacrifier la paix mondiale pour le réaliser. We have got to understand that the aim of the Communist Party of China is to dominate the world. It wants to see Australia as a vassal state. De l'autre côté du Pacifique, le sentiment d'insécurité a aussi gagné l'allié historique des Américains. À 4000 km de la Chine, l'Australie serait en première ligne aux côtés des Américains en cas de conflit autour de Taïwan. En juillet 2020, le Premier ministre australien annonce une hausse de son budget militaire de 40% sur 10 ans. Pour le justifier, il convoque l'histoire. Ladies and gentlemen, the strategic challenges of today and tomorrow call Australia, in many ways as we've been called before, at difficult times, to play our part in a region where peace, stability and prosperity cannot be taken for granted. 2020 has demonstrated once again the multiple challenges and radical uncertainty we face, eerily haunted by similar times many years ago in the 1930s. Today, with the Indo-Pacific experiencing Le Premier ministre n'a pas nommé la Chine et n'a pas spécifiquement comparé la Chine au pouvoir totalitaire des années 30. Mais on peut observer des analogies évidentes. L'Australie imagine aujourd'hui un avenir bien plus sombre. Nous devons moderniser notre armée, rendre notre économie plus résiliente, diversifier nos relations économiques et devenir plus autonomes. Ce sentiment d'une ère nouvelle, les Australiens en ont eu un avant-goût le 3 juin 2019. Ce jour-là, un groupe d'assaut amphibie chinois avec 700 soldats fait une entrée fracassante dans le port de Sydney. Quasiment personne n'avait été informé de leur venue. Les images de ces 3 navires de guerre entrant dans le port de Sydney ont provoqué un grand choc. Vues de Chine, elles envoyaient un message très clair. La puissance chinoise est partout. Sur les côtes australiennes, la puissance chinoise s'est rapprochée au fil des années. Canberra s'inquiète de la multiplication des projets portuaires ou aéroportuaires chinois dans les îles du Pacifique qui l'entourent. Papouasie-Nouvelle-Guinée, îles Solomon, Vanuatu, Tonga, Kiribati, jusqu'à Port Darwin sur son propre territoire. Les nouvelles routes de la soie chinoise, qui se déploient dans les mers, changent la donne stratégique en coupant potentiellement l'Australie de son allié américain. Sur le plan stratégique, n'oublions pas que les nouvelles routes de la soie chinoise et leurs déclinaisons maritimes ne concernent pas seulement le commerce ou les investissements dans les infrastructures. Elles ont aussi des implications militaires. En quelques années, pour l'Australie, la Chine bascule du statut de principal partenaire économique
à celui d'ennemis potentiels. En 2018, le pays se barricade quand une étude officielle révèle que 80% des dons étrangers à ces partis politiques proviennent de Chine populaire. C'est le fonctionnement démocratique même du pays qui est menacé. Une loi est promulguée pour criminaliser les opérations clandestines étrangères. Le Parti communiste chinois veut saper la résistance à l'intérieur même des démocraties. C'est la raison pour laquelle ils ont consacré tant de ressources à leurs opérations d'influence en Australie, dans le but de casser notre alliance avec les Américains. Pour punir l'Australie, Pékin utilise l'arme économique. En octobre 2020, la Chine stoppe brutalement les importations de charbon australien et bloque les équipages des cargos pendant des mois au large de ses ports. Please help us get home as early as possible. Si le rêve chinois crée une vague de prospérité, de sécurité et de stabilité pour toute la région, alors il serait plus que bienvenu. Mais si le rêve chinois devient le cauchemar des autres pays, alors cela devient un sérieux problème. Il sera contré par les réactions des voisins et des pays au-delà de la région. La montée des tensions précipite de nouvelles alliances entre les démocraties maritimes et réveille le concept d'Indo-Pacifique. New Delhi devient un partenaire central et rompt ainsi prudemment avec son non-alignement historique. L'Inde se sent aussi encerclée par la Chine sur les mers. Depuis 2014, Pékin a pris position dans de nombreux ports de la région, grâce à ses nouvelles routes de la soie maritime. À long terme, l'Inde sera l'une des grandes puissances de ce siècle. De manière évidente, elle représente une civilisation rivale de la Chine. Toute stratégie visant à poser des limites au pouvoir chinois doit inclure l'Inde, car l'Inde peut compliquer les choix qui s'offrent à la Chine. Ces alliances se traduisent par une effervescence militaire. Pour afficher leur capacité à opérer ensemble, les marines multiplient les exercices croisés dans le Pacifique. En mai 2021, l'armée française s'exerce pour la première fois avec les Japonais et les Américains au large du Japon. Quand la communauté internationale envoie à la Chine le signal de son opposition et lui signifie qu'il est déraisonnable d'agir comme elle le fait, cela aura toujours une certaine force de dissuasion. Vu de Pékin, cette effervescence ressemble à un front uni contre la Chine. Les nationalistes sont confortés dans leur sentiment de forteresse assiégée. Le peuple chinois est très fâché. Ce qu'ils font nous rappelle l'histoire humiliante des invasions occidentales du XIXe siècle. Comment devons-nous réagir? Eh bien, nous devons accélérer notre développement militaire. Une mauvaise chose devient une bonne chose. C'est pourquoi je les invite à revenir souvent faire leurs petites démonstrations militaires pour éduquer le peuple chinois à la défense nationale. Face à cette Chine qui radicalise son discours, Américains, Australiens et Anglais décident d'intensifier le bras de fer avec Pékin, en portant la contre-offensive sous les mers, le point faible de la Chine. En septembre 2021, les trois pays créent une alliance militaire baptisée AUKUS. Canberra annonce acheter 8 sous-marins américains à propulsion nucléaire. C'est la première fois depuis la guerre froide que les États-Unis décident de partager cette technologie sensible. Une décision controversée que le président américain justifie par un sentiment d'urgence. Our nations will update and enhance our shared ability to take on the threats of the 21st century, just as we did in the 20th century, together. Our nations
And our brave fighting forces have stood shoulder to shoulder for literally more than 100 years. La trajectoire voulue par Pékin serait-elle en train de renforcer l'encerclement auquel la Chine voulait justement échapper? De nombreux Chinois ne se reconnaissent plus dans la vision de Xi Jinping et craignent l'isolement du pays. Au sein du Parti communiste, il y a beaucoup de mécontentement sur le fait que Xi Jinping soit vraiment allé trop loin. Il y a un tel retour de bâton sur la Chine qu'ils s'inquiètent que cela puisse affaiblir la légitimité du parti en Chine même, de la même manière que le parti a perdu légitimité et soutien sur le plan international. De nombreux Chinois pensent que la Chine ne devrait pas se replier sur elle-même, qu'elle ne devrait pas entrer en conflit avec le reste du monde, que ses choix l'amèneront à une situation sans issue. L'histoire chinoise est tellement claire, sous Mao, l'autarcie n'a mené à rien. Les tensions sont élevées. Il y a un risque d'erreurs de jugement qui peuvent être suivies d'une escalade incontrôlée. Dans l'histoire, les guerres n'ont pas éclaté parce que les gens le voulaient, mais à la suite de méprises. En liant la renaissance nationale chinoise à l'extension de son territoire, Xi Jinping aura peut-être semé les graines de son propre échec. Le choix de la force révèle peut-être sa faiblesse. La peur d'une escalade nucléaire avec les États-Unis sera-t-elle suffisante pour dissuader Pékin d'un conflit ouvert? En jouant sur l'incertitude, la Chine enferme aujourd'hui le reste du monde dans un bras de fer passéiste, loin des véritables défis du XXIe siècle.